Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième école Langlands. C'est une école qui existe grâce à une donation de Robert Langlands, qui ne mérite aucune présentation, je pense. Un des critères de cette donation a été qu'elle serve à créer des événements en français pour les étudiants. Et donc, cette année, on a trois conférenciers qui vont parler de mathématiques qui me semblent très palpitantes. Le premier d'entre eux est Vincent Borelli, qui va nous parler des plongements du disque de Poincaré dans l'espace papillon et qui commence avec un premier exposé aujourd'hui qui s'appelle le théorème de Nash-Kuiper. À toi, Vincent. Merci beaucoup, Alexandre. Merci au Centre de recherche mathématique, à cette école Langlands pour cette invitation. Je suis évidemment super honoré et très content d'être parmi vous. Alors, comme l'a dit Alexandre, le but de ce cours, c'est d'arriver à construire un plongement de l'espace hyperbolique dans l'espace euclidien de dimension 3. On va voir pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi c'est pas aussi immédiat qu'un claquement de doigts. Et on va voir ça en 3 étapes. La première étape, c'est que cette construction va se fonder sur un théorème qui est un théorème absolument pivot, absolument célèbre aussi, qui est dû à Nash et Kuiper. Donc on va voir ce théorème aujourd'hui. Et puis demain, on fera la démonstration. Alors on va faire une partie de la démonstration, les grandes lignes de la démonstration de ce théorème. Et puis on va revenir dessus, on va comprendre ce qu'il y a derrière, et ça, c'est les travaux de Gromov. C'est Gromov qui va comprendre que derrière, il y avait une artillerie encore plus lourde. On va voir cette artillerie lourde ensemble. Et puis ensuite, avec Nash, Kuiper et Gromov, on va avoir suffisamment de matériel pour faire la construction de ce plongement de l'espace hyperbolique dans E3. Donc voilà le programme. Un avertissement. On n'a pas le droit de pas comprendre. Je veux dire que si on comprend pas, on arrête. On m'arrête. Et je rigole pas. Parce que je me souviens quand j'étais jeune et que j'étais dans ce genre d'événement, je voyais des mathématiciens, mathématiciennes plus âgés que moi qui évidemment comprenaient plus facilement, etc. J'étais très peur de dire moi je comprends pas. Mais en fait, c'est l'état naturel de l'esprit humain de pas comprendre. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on veut comprendre. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis, ceux qui me suivent là à distance, je ne sais pas comment ça se passe et s'ils peuvent parler, s'il y a un chat, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas et bon, si jamais ça passe par le chat, Alexandre, tu pourras me dire. Je m'arrêterai et voilà. On n'est vraiment pas là pour perdre du temps, quoi. Si vous ne comprenez pas, on s'arrête et on comprend. OK ? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que les documents que je vais passer, il y a pas mal de renseignements dedans. Et il y a un autre truc que je n'aimais pas quand je prenais des cours, c'est justement prendre des cours. C'est que je passais mon temps à écrire plutôt qu'à réfléchir. Et du coup, les PDF qui sont là, dans l'idéal, je les mets sur ma page web pour que vous puissiez les télécharger. Mais là, le serveur de mon université, il est mort. Et donc, j'ai pas pu faire ça. Le PDF est là-dedans. Peut-être je verrai tout à l'heure avec Alexandre pour que ça soit distribué pour tout le monde. Mais là, dès maintenant, je peux faire passer la clé USB. Il n'y a aucune information personnelle dedans. Hein. Vous verrez, il y a 3 PDF qui s'appellent L1, L2, L3 avec le nom. Téléchargez. Et puis, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. OK, on y va. Donc, vous voyez, le théorème de Nash-Kuiper, c'est quelque chose. Ah, ça y est, ça marche plus à moi. Pourquoi ça ne veut pas passer? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux, moi? Il faut recliquer au milieu. Ouais, cliquer, je pense. OK, donc il ne faut pas que je me laisse impressionner par le truc. OK, donc on va parler de plongement isométrique. Et qu'est-ce que ça veut dire plonger isométriquement? Ça veut dire que vous voulez préserver les longueurs. Donc ici, je vais reprendre le dessin. Vous voyez, je suis parti avec un carré. Et puis, je suis arrivé dans R3. J'arrive.
un peu n'importe comment. Donc, j'ai pris mon carré, je l'ai envoyé là-bas. Et ce que j'aimerais, c'est que pour toutes les courbes que je dessine ici, donc voici une courbe, je vais la paramétrer. Donc, vous imaginez, vous envoyez le segment dans R2, vous l'avez paramétré. Pardon, j'ai pris peur d'une... Enfin bref. Et ben voilà, j'ai l'image de cette courbe. Eh bien, je voudrais que la longueur à la source et la longueur à l'image, ça soit la même. Et ça, pour toutes les courbes. Absolument pour toutes les courbes. Alors, quand je parle de longueur, secrètement, j'utilise le produit scalaire. Parce que si je veux calculer la longueur de cette courbe, par exemple, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la vitesse sur l'intervalle de temps qui m'est donné. On est d'accord? Ça me calcule la longueur de ma courbe. Ah oui, ok, il faut que je vous dise un truc. Je suis juste mathématicien et absolument pas psychologue. Donc, il faut vraiment être bangué pour me dire que vous avez compris, comme ça. Et si vous n'avez pas compris, vous protestez. Mais voilà. Bon, des fois, j'essaye de lire dans le regard, je me trompe une fois sur deux. Mais bon. OK. Et alors, la longueur ici? Eh bien, justement, c'est là que tout va se jouer. C'est que la longueur ici, je pourrais mettre enfin, je pourrais prendre le produit scalaire là aussi. Mais j'ai envie de voir ça comme ce qu'on appelle une variété riemannienne. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec les variétés riemanniennes. Je vais tenter un truc. Là, parmi les jeunes, qui connaît les variétés riemanniennes? Qui ne connaît pas les variétés riemanniennes? OK. Je dirais qu'il y a 2 ou 3 jeunes dans un état quantique qui ne savent pas s'ils connaissent les variétés riemanniennes ou pas. On va faire une expérience. Alors, OK. L'idée des variétés riemanniennes, c'est qu'on va mesurer la longueur des courbes, non plus avec un produit scalaire, mais avec un champ de produit scalaire. Vous savez, quand vous avez la carte de la Terre, alors là, je n'ose pas dessiner le Canada ou l'Amérique du Nord, ça va être tellement massacré. Je vais vous dessiner l'Afrique. Je vous en prie, ne me grondez pas trop. Ici, le Groenland. OK? Donc ça, quand vous avez une carte de la Terre et que vous regardez l'Afrique et le Groenland, vous savez très bien, alors à l'Afrique, ici, là, vous avez Madagascar. Vous savez très bien que Groenland, c'est à peu près la taille de Madagascar. Hein. C'est à peine plus gros. Mais quand vous regardez la carte, vous voyez un truc monstrueux ici. Vous voyez le Groenland, c'est un truc, on dirait, ça remplit presque toute l'Europe. Hein. Le glisserait, ça irait sur l'Europe, ça remplirait tout. On sait bien que le Groenland, il n'a pas cette taille-là. Nos cartes, elles sont menteuses sur les longueurs. Et donc, quand on lit la carte, mentalement, on fait une correction. Mentalement, on sait très bien que la longueur que je vois ici, c'est pas la même que la longueur que je vois là. Ici, là, je vois un petit centimètre. Ici, j'en vois 4. Mais dans la vraie vie, l'échelle, elle n'est pas la même là et là, en vrai. Ici, j'ai une échelle qui hypertrophie le Groenland par rapport à Madagascar. Comment on code ça? On code ça, quand je veux calculer les longueurs, on code ça en disant, c'est comme si au lieu de calculer mes longueurs avec une norme qui est constante, ici, je me rends compte que ma norme, elle ne doit pas valoir la même chose si elle doit représenter bien la distance qu'il y a sur la Terre. Je dois changer ma norme en montant sur les latitudes ou en descendant comme ça. Et changer ma norme, comme ma norme, elle provient d'un produit scalaire, ça veut dire changer mon produit scalaire. Oui. Ah, c'est la clé. OK. Ça veut dire changer de produit scalaire. Et donc, c'est ça une variété riemannienne. Une variété riemannienne, c'est pensez-le comme, par exemple, dans R2, un carré. Et en chaque point, je vais associer un produit scalaire qui va me dire, à cet endroit, si je suis en train d'étendre ou de raccourcir, enfin bref, comment je change ma mesure selon l'endroit où je suis dans mon espace. J'ai déjà trop chaud.
Ah non, ça c'est bon. Ça, c'est ce qui m'a fait flipper tout à l'heure. OK. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? Ben, vous savez, c'est une forme bilinéaire définie symétrique positive. On est d'accord? Et ce truc-là, quand je vais écrire une forme bilinéaire, ben, je vais et que je vais la tester sur deux vecteurs. Alors, je vais tout faire dans R2, sachant que ça se généralise avec un petit n, mais une fois qu'on a compris ce qui se passe dans R2, on a tout compris. Donc, je vais prendre un vecteur de coordonnées U1, U2 dans une certaine base E1, E2, donc ma base. Et puis, je veux que ça soit une forme bilinéaire symétrique, donc je vais avoir quelque chose qui va s'écrire sous cette forme-là, un coefficient. Alors, attention que je ne me trompe pas, moi, dans cette affaire-là. Plus un autre coefficient, plus un troisième coefficient. Donc voilà, là, je me suis pris une forme bilinéaire. Et puis, grand E, grand F, grand G, c'est des coefficients au hasard. Et puis, quand on a le produit scalaire habituel, on vient ici avec un 1, ici avec un 0 et ici avec un 1, tout simplement. Sauf que maintenant, ma forme bilinéaire, eh ben, je vais la faire varier en tout point de mon carré. Je me permets de redescendre ça très rapidement. Ici, je vais mettre des... Disons que ça s'appelle x1, là, ça s'appelle x2. Et en tout point x, je vais associer une forme bilinéaire définie symétrique positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B va varier en fonction de x, E va varier en fonction de x, F va varier en fonction de x, G va varier en fonction de x. Traditionnellement, quand on fait varier la forme bilinéaire machin, on la note G. Donc on note ça comme ça, G au point x, donc voilà sur mon carré, en U1, U2, en UV, ça va être E au point x, U1, V1, plus F au point x, U1, V2, plus U2, V1, plus G au point x, de U2, V2. Donc voilà, une variété riemannienne, c'est une variété qui a un champ de produit scalaire comme ça. Évidemment, vous pouvez choisir G de x constant égal à votre produit scalaire habituel, et vous retombez sur le cas où votre espace qui est là, et ben, la façon de mesurer ne dépend pas du point où vous vous trouvez. Hein, ce qu'on faisait quand on était petit. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire calculer la longueur maintenant? Imaginez que je suis dans mon espace, mon carré, 0,1 croix 0,1. Voilà. Je suis avec cet objet qu'on appelle la métrique. Et avec cet objet, je vais pouvoir calculer des longueurs. Par exemple, la longueur de gamma pour la métrique G. Je ne sais pas où mettre mon petit g, mais bon, voilà. La longueur de gamma, ça sera l'intégrale sur son ensemble de définitions, grand I. De quoi? Ben, la même formule que tout à l'heure. Sauf que cette fois, ma norme, bon, elle provient du produit scalaire, très bien. Je l'écris comme ceci. Ah, mais non, mais je trompe. Ça arrive au seul endroit du tableau que vous ne voyez pas, c'est ça, hein? Vous voyez ce qui se passe là? Ouais? Yeah. OK. Ça vous paraît cohérent comme façon de faire? Non. Je lis dans le regard, c'est vrai, c'est pas clair. On recommence? OK, on va doucement. On recommence. Je rembobine tout et je me répète. OK? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre un espace ici, qui est le carré par exemple, l'envoyer ce carré dans R3. Pin. Par exemple, je peux l'envoyer comme le cylindre ou comme ceci, comme le torse. Et je veux que les longueurs
soit préservé. Si je considère les longueurs, si je considère cet espace comme un espace euclidien, où les longueurs sont calculées avec le bon vieux produit scalaire de l'ancien temps, le bon vieux produit scalaire de l'ancien temps, ça veut dire que je veux que la longueur de gamma, déjà ici, la longueur avec le bon vieux produit scalaire de l'ancien temps. C'est quoi la longueur de gamma? C'est l'intégrale sur 0,1, si vous voulez, puisque gamma, j'ai décidé que je la faisais partir de 0,1, alors on voit le segment là-dedans. De quoi? De la vitesse. Alors ma vitesse, c'est quoi? C'est ma dérivée. Cette dérivée, j'en prends le produit scalaire, puis la racine carrée pour en avoir la norme. On est d'accord avec ça? Hein? Et puis j'intègre. Donc ça, c'est la norme de la vitesse fois le temps. J'ai bien une longueur, et quand j'intègre ce petit élément de longueur pendant le temps 0,1, j'ai bien la distance que j'ai parcourue. Ça, c'est vrai? Ouais. OK. Bon. Ça, c'est la première étape. Ma longueur, ici. Ma longueur à l'arrivée, c'est tout pareil. Ma longueur à l'arrivée, sauf que maintenant, mon application, c'est gamma puis f, donc f rond gamma. Je dois dériver f rond gamma, je dois en prendre la norme, et puis la norme, quoi. Ce truc-là, il cache quoi? Ce truc-là, il cache évidemment un produit scalaire. Il cache ça. Tout va bien jusque-là? Ah oui, ça c'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Voilà, comme ça c'est mieux. Imaginons pour l'instant qu'on regarde que ce problème-là, que ça, que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette longueur est égale à cette longueur, quel que soit gamma? Quel que soit gamma, c'est-à-dire que j'ai le droit de changer de gamma. Ça va revenir à dire que l'intégrant, cet intégrant-là et cet intégrant-là doivent être les mêmes. On est d'accord? Donc, on va avoir quelque chose qui est isométrique. Je n'ai pas oublié la métrique. Hein. Vous ne perdez rien pour autant. Elle reviendra. Vous êtes secrètement sponsorisé par des salles de muscu. Hein. Alors, oh non, ça, tu n'as pas droit à ça. Pourquoi ils font ça? Bon, c'est pas grave, je le tiens, ce n'est pas un problème. Maintenant, donc, F est isométrique. Ah oui, ok, parfait. Ça, c'est mieux. F, il tient maintenant. Vexé, le tableau tient. F est isométrique. Eh bien, qu'est-ce que ça va me demander? Si et seulement si. Ouais, enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais. Attendez, je vais vous l'écrire un peu mieux. Je vais vous l'écrire un peu mieux. Ouais. Je vais peut-être écrire un peu mieux ce truc là-bas. Vous voyez cette grande racine carrée là? Bon, je vais l'enlever la racine carrée parce qu'elle m'énerve. J'en ai pas besoin pour ce que je vais écrire pour l'instant. Ce truc-là, c'est rien d'autre que la différentielle de f évaluant gamma de t et qui mange le vecteur gamma prime de t. Ceci, on est d'accord? On est tous d'accord? Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? De l'autre côté, j'ai gamma prime et gamma prime. Au bilan, f est isométrique, si et seulement si, même quel que soit u, je dois avoir u. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Mon gamma prime, c'est un vecteur, d'accord? Là et là, c'est un vecteur. Je peux changer le gamma comme j'ai envie. Mes intégrales doivent être tout le temps égales. Ça va m'impliquer qu'au niveau infinitésimal, je dois avoir ça. On y croit? Ouais. Donc, ça veut dire que cette chose-là et cette chose-là, ça doit être exactement les mêmes. Ah oui, mais ça, c'est des formes bilinéaires.
pour que deux formes bilinéaires soient égales, là je suis dans R2, il suffit que je les teste sur tous les couples possibles. Donc je vais avoir E1, 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 E2, E2, E1, mais c'est symétrique, donc E2, E1, et puis E2, E2. Donc ça, c'est la même chose que si j'avais si on avait dit, eh bien regarde, teste-le sur la base E1, E1 déjà, teste-le sur E1, E2, et c'est la même chose, E2, E1, donc c'est pas la peine de faire le test pour E2, E1, puis E2, E2. Est-ce que vous y croyez? La seule bonne réponse, c'est oui ou je comprends pas. C'est bon? Ok. Je change de craie, sinon je vais écrire avec mon sang. Ah ah! Imaginez maintenant qu'on ait pris E1, E2, une base orthonormée. C'est quand même assez raisonnable. Imaginons que j'ai plus de place. J'ai mal géré mes tableaux. Et si je passe ça dessus, j'ai le droit? Oui, c'est sûr, ils ne vont pas voir l'écran, mais ils vont pas le voir. juste les écrits ici. Ah oui, de toute façon, l'écran, ça fait 2 ans qu'on est dessus. C'est bon. C'est plus facile du sens si vous montez au milieu. Ah oui. J'ai envie de faire une blague, mais j'ai peur qu'on se mette trop en retard. Donc, je me concentre. Alors, on continue. Donc, maintenant, je suppose. Ici, j'imagine que E1, E2 est une base orthonormée. Si E1, E2 est une base orthonormée, ce produit scalaire-là, il vaut 1. L'autre, il vaut 0. Et puis, le troisième, il vaut 1. Et puis, qu'est-ce que je vois? df de E1, ça s'appelle la dérivée partielle de f par rapport à la première variable. Et puis, j'en prends la norme, on est d'accord, au carré. Et je ne vais pas mettre les carrés parce que je les ai enlevés des deux côtés. Et puis ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le produit scalaire des dérivées partielles mixtes, là, différentes. Et puis, le troisième, je vais voir ceci. Est-ce que vous y croyez? Ouais. OK. Bon. Donc, si je veux que mon application là soit isométrique, il faut qu'elle vérifie ces 3 équations. Ces 3 équations, je vais les remettre les carrés parce que finalement, ça sera plus cohérent. Ces 3 équations, quand on les regarde, on voit que quel est l'inconnu? Mon inconnu, c'est f. Vous cherchez des applications isométriques. Mon inconnu, c'est f. Donc, je dois trouver une application f de R2 dans R3 qui vérifie à ces équations. Ça, c'est des EDP. Équations dérivées partielles. Et ce sont des EDP non linéaires. On voit qu'elles sont quadratiques. Si j'enlève le carré, là, il vient me revenir une racine carrée, donc ce sera encore pire. Donc, vos équations, là, elles sont non linéaires. Et ça signifie en gros qu'on va un peu souffrir, voire beaucoup, à résoudre ça. D'accord? C'est ça que ça signifie. Alors, est-ce que tout va bien jusque-là? Donc, on avait un problème qui s'exprimait ici avec, disons, avec les mains, une histoire où on veut une propriété de préservation de longueur. Ça veut dire quoi en quelque sorte? Ça veut dire que vous prenez votre carré là, alors j'ai mis un carré, mais ça peut être un ouvert ou n'importe quoi, mais vous prenez votre objet, il faut imaginer que vous avez le droit de le tordre dans l'espace, mais vous n'avez pas le droit de l'étirer ni de le contracter, parce que étirer, vous allez allonger des longueurs, contracter, vous allez raccourcir des longueurs. Donc en fait, c'est vraiment la situation de la feuille de papier, voilà, qui est ici, la situation de la feuille de papier. Vous pouvez faire ça comme ça, mais par contre, donc, une feuille de papier, tout ça, on a intuitivement, on a l'impression au moins que approximativement c'est isométrique. Par contre, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas d'ailleurs étirer le papier ou probablement pas d'une manière. Non. Je ne suis pas sûr de comprendre ta remarque. Je suis désolé. Attends, je me mets. Parce que j'entends rien, je suis vieux, tu vois. Si vous avez les difficultés de dilatation, ça vous avantage
Ah, ok. Alors, j'ai envie de répondre à ta question avec justement la géométrie riemannienne. Donc, je vais y arriver. Si on veut quelque chose qui soit un peu plus flexible que ça, enfin bref, qu'on veut faire des choses qui pas avec des feuilles de papier, il va falloir passer aux variétés riemanniennes. Par exemple, vous voyez bien que pour la Terre, si ici je mets la Terre, si je mets la sphère terrestre, boum, et que je cherche une application isométrique du carré sur la sphère terrestre, ça voudrait dire quoi si j'ai une application isométrique? Ça voudrait dire qu'on est capable de faire des cartes non menteuses de la Terre. Non menteuses dans les longueurs, parce que mon application f, si je prends f-1, ça s'appelle une carte. Et si f est isométrique, f-1 le sera, bien entendu. Et on ne sait pas faire des cartes isométriques de la Terre. On peut même démontrer que ce n'est pas possible. Et vous savez qui a démontré que ce n'est pas possible? C'est Gauss. Et c'est en démontrant que ce n'était pas possible qu'il a mis en évidence cette courbure de Gauss. Si c'est là. Bon, mais ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, regardez, on redescend. Ah non, au centre. Veuillez peser ici, c'est marqué en grand. C'est marqué en grand. Pesons. Pour signifier l'isométrie, on a mis un dallage. Parce que le dallage, on voit, en tout cas visuellement, on constate si ça marche ou pas. Sur le cylindre, on voit bien que les carrés, ils n'ont pas bougé, quoi, en quelque sorte, hein, que les longueurs sont restées les mêmes, même si les carrés ont été tordus, les longueurs sont restées les mêmes. Et ici, vous voyez sur le tore, sur le tore, les longueurs ont été étirées. Ça a été plus étiré sur l'équateur extérieur que sur l'équateur intérieur. Sur l'équateur intérieur, ça a été rétracté. Sur l'équateur extérieur, ça a été étiré. On voit bien que ce truc-là n'est pas isométrique. OK? Donc voilà, là nous en sommes à notre premier transparent. Laissez-moi prendre un arrêt cardiaque. Ah non, j'ai pas lancé mon truc, mais c'est pas grave. Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce qu'on a des questions? Non, tout va bien. Ouais, parce que s'il y a des questions, c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant, c'est toujours. OK. Bien. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante. Ouais, et c'est pas parce que je passe à l'étape suivante que les gens qui ne me voient pas là n'ont pas le droit de poser des questions. Hein. Sur l'étape d'avant. L'étape suivante, c'est qu'on va généraliser cette situation. Parce que dans la vraie vie, il y a des situations isométriques plus générales qui nous intéressent. Et les situations géométriques plus générales qui nous intéressent, c'est que ici, au lieu de prendre un produit scalaire, comme on a fait, qui est constant, on va le faire varier. Pourquoi on va le faire varier? Parce que ça arrive déjà naturellement dans la vraie vie. Quand je fais une carte de la Terre, je vois bien que la manière dont je mesure ici et là-haut n'est pas la même. Si je veux avoir la même mesure sur la Terre, hein, il faut que sur ma carte ici, 1 cm ici, ça vaille en longueur la même chose que 4 cm là-haut. Donc, pour que ça ait un sens, quand je calcule mes longueurs, je vais être obligé de prendre un produit scalaire qui, alors je ne sais pas dans quel sens ça marche, hein, j'ai une chance sur 2 de me tromper, qui ici sera 4 fois plus petit que là, ou l'inverse. Ok, je vais bien être obligé de le modifier, mon produit scalaire, pour que mes longueurs correspondent à ce qui existe vraiment sur Terre. D'accord? Ce genre de situation où on met un produit scalaire variable selon l'endroit où on se trouve sur le carré, c'est ce qu'on appelle une variété riemannienne. On met le carré et puis en chaque point, une nouvelle manière de calculer les distances. Ou plus exactement, une manière qui ressemble beaucoup à l'ancienne, mais qui va bouger. OK? Alors attention, maintenant, je vous resserre la soupe de tout à l'heure. Attention. Je vous la réchauffe. Je vous raconte tout à l'heure. C'est reparti. Je veux donc un produit scalaire. Je vous rappelle que c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive. Alors pour l'instant, je vais juste regarder le fait que c'est symétrique. Donc ma forme bilinéaire, elle va s'écrire de cette façon-là. On est d'accord? Avec des coefficients E, F et G. Vous l'avez probablement vu aussi comme ça. Si je veux une notation matricielle,
sous cette forme-là. OK. Ça, c'est un produit scalaire constant. En particulier, si E égale 1, G égale 1 et puis F égale 0, j'ai le bon vieux produit scalaire de l'ancien temps, de quand on était petit, que tout allait bien. Bon. Et maintenant, eh bien non, je vais m'amuser avec ça. Je vais décider de faire varier E, G et F comme j'ai envie. Comme j'ai envie, de façon quand même à ce que ça reste défini positif. Donc on ne peut pas faire absolument n'importe quoi, mais bon, on a quand même de la latitude. Donc on va bouger ici les coefficients. On va les bouger, ces coefficients, en tout point. Et quand on a un objet comme ça où les coefficients bougent en tout point, traditionnellement, on le note G, comme métrique. Métrique parce que c'est ce qui va nous permettre de mesurer les longueurs des courbes, la métrique. Et donc ma métrique, elle va jouer comme ça. En un point donné X, E va valoir une certaine valeur, F vaudra une certaine valeur, G vaudra une certaine valeur, et je vais décider que le produit scalaire entre U, V, ça sera tout ça. En particulier, si je fais U égale V, je vais avoir la norme de U, en particulier la norme de U. Ah non, mais celui-là, il ne bouge pas. La norme d'un vecteur U pour le produit scalaire Gx, ça sera simplement Gx de U, U à la racine carrée. Excuse-moi, Oui. lorsqu'on veut service, est-ce qu'on a le droit de l'égalité comme des tangentiels? Comme des, Tangentiels. je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot tangentiel. Tangentiels, tangent. Parce qu'on peut l'interpréter comme des tangents. Comme des tangents. Comment raconter ça? Je suis pas complètement sûr. Ce qu'on peut, alors, je sais pas si ça aide, mais non, je suis pas sûr de comprendre la question. Je suis pas sûr de répondre bien. Des vecteurs tangents, en gros, dès ici, on a du vecteur tangent. Dès ici, quand je veux calculer la longueur en un point t, donc je suis en gamma de t, ici j'ai pris un point t là-dedans, je suis en gamma de t, et là, j'ai une vitesse. Lui, c'est un vecteur. Et effectivement, puisque c'est un vecteur, il va pouvoir être mangé par une forme bilinéaire. Du coup, il se trouve mangé ici, par une forme bilinéaire. Et là, ce qui va être mangé par les formes bilinéaires, effectivement, ce qui va être mangé, quand je vais vouloir calculer la longueur d'une courbe gamma, ce qui va être mangé, c'est la dérivée, c'est le vecteur tangent. Donc, on va le faire ici tout de suite. Imaginons qu'au lieu de prendre un produit scalaire constant, je fais un produit scalaire variable et que je suis sur mon carré et que je veux calculer la longueur de la courbe maintenant pour mon produit scalaire, pour ma métrique, pardon, la longueur pour la métrique G de gamma, ben ce truc-là, ce sera G. Alors, vous voyez, quand je suis au point gamma de t, ben G, il vaut quelque chose qui ne sera pas le même que si j'étais là ou que si j'étais là, a priori. Donc ici, je vais avoir G au point gamma de t qui mange le vecteur tangent gamma prime de t deux fois. Ça me fait la norme au carré pour cette mesure-là. Et maintenant, je prends une grande racine carrée et hop. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'ancienne façon? J'ai remplacé mon produit scalaire par un produit scalaire qui dépend du point où je me trouve. J'ai généralisé. Est-ce que ça va mieux? Ouais. OK, ça me plaît. Bon, on a fait un grand pas, à l'air de rien. On a fait un grand pas. Il se trouve que le problème isométrique se pose en général pour les variétés riemanniennes. C'est-à-dire que ici, je mets ça ou quelque chose de plus général, j'ai toujours le même problème. Est-ce que je suis capable de préserver la longueur
en ce sens-là. Donc ici, je vous refais la situation. Ici, j'ai une courbe, mais cette fois, je la mesure, la longueur avec G. Donc faites attention, là, c'est mes courbes mesurées avec G. Par exemple, vous prenez la carte de la Terre, vous savez que la règle avec laquelle vous devez mesurer doit varier. Donc ici, j'ai cette règle-là qui varie. Et je veux envoyer ma carte de la Terre dans R3 de manière isométrique. Et bien là, il ne va pas s'agir de l'envoyer toute plate. Parce que sinon, vous êtes un platiste. C'est pas bon, ça, socialement. OK? Donc là, si vous l'envoyez toute plate, vous n'allez pas respecter les longueurs. Vous allez bien sûr respecter la longueur pour la métrique euclidienne. Très bien. Mais vous n'allez pas la respecter pour la métrique que vous lisez sur votre carte. Pour le respecter pour la métrique que vous lisez sur votre carte, vous savez bien qu'il faut envoyer ça sur une sphère. Pas de blague. Hop. Vous allez envoyer ça sur une sphère. Ouais. Le fluide, ça va produire avec c'est une fonction qui dépend de la même variable. C'est la forme linéaire. Exactement. L'équation va être un peu plus chaude. Ça va être un peu plus chaud. Donc, on va l'écrire, cette équation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fois? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la longueur calculée avec G de gamma, ça soit la longueur. Et ici, on a toujours gardé notre bon vieux produit scalaire euclidien. Donc ici, on ne bouge pas. Parce qu'ici, c'est le monde tel qu'on voit nous. Le monde tel qu'on voit nous, c'est avec la métrique euclidienne. Donc là, le monde tel qu'on voit nous, il est là. Et puis ici, ça, c'est le monde qui vient de vos objets mathématiques, physiques, de vos modélisations. Et parfois, ils viennent avec une métrique qu'on dit plate, comme ceci, ou euclidienne. Et puis des fois, ils viennent avec des métriques plus compliquées. Et vous aimeriez visualiser ce truc-là. Et vous voulez le visualiser dans votre espace à vous, avec le bon produit scalaire habituel. Donc, le problème se pose dans ce sens-là. Et là, vous voulez donc que ça soit la longueur de f en gamma, quelle que soit votre courbe gamma. Et quand vous allez écrire les équations, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Dans cette équation-là, celle-ci, elle ne change pas. Et puis, la longueur de gamma selon G, elle est où ma longueur de gamma selon G? Eh bien, regardez, nous allons tricher. Maintenant, on va changer. Hop. Hop. La longueur de gamma selon G, c'est G de ceci, au point gamma de t. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que f est une isométrie, si et seulement si, quel que soit E, quel que soit x, Gx. D'accord? Ici, j'ai remplacé mon produit scalaire par G de x. Ça vous paraît raisonnable? OK. Et puis après, je vais évaluer ça sur une base. Je vais avoir donc Gx de E1, E1, Gx de E1, E2, Gx de E2, E2, qui doivent être égales à tout ça. Alors, devinez quoi? Gx de E1, E1, c'est ce que tout à l'heure on appelait grand E. C'est ça qu'on a appelé grand E tout à l'heure. Ça, c'est grand E. Ça, c'est grand F. Et ça, c'est grand G. Et l'équation qu'on va obtenir, c'est donc celle-ci maintenant. On va obtenir F est isométrique, si et seulement si, eh bien, quel que soit x dans mon carré, je dois avoir G, pardon, tout faux, EX qui est D de F sur D de X1 au carré, F de X qui est D de F sur Dx1 au point X, D de F sur Dx2 au point X, et puis grand G de X, D de F sur Dx2 au point X au carré. Voilà, nos trois équations ont été remplacées. C'est les trois mêmes, sauf qu'au lieu d'avoir 1, 0, 1, comme pour le produit scalaire habituel,
ben, vous avez les coefficients variables de votre nouveau produit scalaire qui arrive ici. On a une EDP toujours du même type à résoudre, juste qu'elle égale pas des fonctions constantes, mais des fonctions qui bougent. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Ouais. OK. Bon. Je vais tout descendre. Là, maintenant, on va revenir sur les transparents. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je trouve que les gens de l'autre côté ne posent pas assez de questions. Ça ne va pas trop. Je serais bien étonné qu'il n'y ait pas une seule question. Bon, ben voilà, on a fait le premier transparent. Il y en a 83. Alors, oh là 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 là, les gros mots que j'ai utilisés ici. Alors maintenant, attention les gros mots. Ici, vous voyez, je vous ai mis une métrique dans le carré 0, 1 à la puissance n. Les coefficients qu'on a appelés ici E, F, G, on les note quand il commence à y avoir beaucoup d'indices, on les note plutôt comme ça, G11, G12 qui est la même chose que G21, et ici, G22. D'accord? Ce qui fait que si je généralise la situation pour un cube de dimension n, et ben voilà, je peux me la péter, je peux marquer un GJ comme ça, il y en a de partout. Le DXI tans DXJ, pour l'instant, je vais le laisser tomber, mais moi, je vais le laisser tomber pour l'instant. Juste pensez que ça, c'est les coefficients de votre métrique, et que quand vous allez l'évaluer sur un vecteur grand U, grand V, vous allez remplacer DXI par UI et DXJ par UJ, et c'est tout. VJ. Bon, continuons. Ici, je vous raconte ce que c'est que la longueur, mais là, maintenant, on a pris l'habitude. Hein, on est d'accord que c'est ça, la longueur d'une courbe. La longueur de la courbe image, on est d'accord que c'est ça. Le fait qu'on doit avoir l'égalité des longueurs va me dire qu'il faut que j'ai égalité des deux formes bilinéaires qui apparaissent, ici et puis là-haut. Et tout ceci va me donner les équations. Donc, regardez à quel point... non, ce n'est pas le bon, pardon. C'est lui le bon. Voilà. Vous voyez les équations qui sont écrites ici et les équations qui sont écrites là, c'est vraiment de là à là, on vient de généraliser. Combien vous en avez d'équations là-haut, au fait? Eh bien, il y a tous les couples EI, EJ. Donc, si je suis en dimension n, ça fait n au carré couple. On est d'accord? Sauf que j'ai la situation de symétrie. C'est-à-dire que si I est différent de J, eh bien, l'équation pour IJ et l'équation pour JI, c'est 2 fois la même. Donc, on les tue. Donc, en vrai, vous avez, quand on fait le calcul, n plus 1 sur 2 équations. Donc, voici le système que je dois résoudre. Donc, il faut imaginer, l'inconnu, c'est f. Les fonctions connues, c'est GIJ. C'est ce qu'on vous a donné au départ. Si vous êtes embêté avec les histoires de Riemanniens, tout ça, imaginez que GIJ, c'est un symbole de Kronecker. Si I égale J, ça vaut 1. Et si I différent de J, ça vaut 0. Et vous tombez sur la métrique euclidienne. Donc, vous avez n plus 1 sur 2 équations à résoudre. Vous imaginez bien que ce n'est pas super évident. Regardez ce qui se passe. Donc, si n égale 3, par exemple, n égale 2, pardon, c'était notre cas à nous, hein, on est parti de n égale 2, là. Si je regarde ce que ça fait, S2, ça fait 2 fois 3 sur 2, ça fait 3 équations. Et c'est bien ce qu'on avait. On a bien 3 équations. 1, 2, 3. OK. Bon, en gros, vous avez un nombre quadratique d'équations. Hein. Vous avez un n carré qui est là, n carré sur 2, d'équations à vérifier. Alors, oui. Bon, j'ai introduit des notations. Vous voyez, ce côté de l'équation, allez, ça je vais le faire propre, ping. Ici, je vais vous réécrire l'équation. Donc ici, on est d'accord, on peut écrire ça G11, G12, G22. Et ici, ce que j'ai écrit là, je pourrais l'écrire tout simplement D de F de EI
D de F de EJ, avec IJ qui se balade comme il a envie. Autrement dit, ici, j'ai des coefficients d'une métrique, et ce truc-là, c'est aussi des fonctions. Je pourrais le voir comme les coefficients d'une autre métrique. Je pourrais dire, ah bah tiens, moi, la métrique que je considère, c'est justement celle-là. Justement, pour E, je vais prendre ce coefficient-là. Pour F, je vais prendre ce coefficient-là. Pour G, je vais prendre ce coefficient-là. Et hop, je vais créer une métrique. Alors, c'est vrai, vous créez une métrique, et cette métrique, on la note comme ceci. F étoile du produit scalaire. Donc, parmi toutes les métriques que vous pouvez construire, tous les EFG que vous pouvez construire, ben, il y en a plein que vous pouvez construire simplement en disant, ben, je me prends une application F, je regarde ces trois trucs-là, et j'en fais un produit scalaire. Évidemment, quand je fais ça, eh ben, j'ai gratuitement que c'est isométrique. Si je mets ce produit scalaire ici, enfin cette métrique ici, ben gratuitement c'est isométrique parce que gratuitement je résous toutes mes équations vu que j'ai triché. J'ai décidé de prendre comme métrique exactement celle qui correspondait. OK? Donc c'est un cas où on sait résoudre les équations. Bon, bon, ouais, on peut bomber le torse, on a résolu des EDP non linéaires. On rigole pas ici. OK? Alors, en gros, il faut comprendre la situation de la façon suivante. Je ne sais plus quoi effacer. Je vais effacer ça. Regardez. Je vais effacer ça et maintenant, on va reformuler la situation. J'ai mon carré. Et puis, j'ai mon application F qui envoie le carré, Dieu sait où. Voilà, dans E3. Et puis, sur ce carré, on m'avait donné une métrique G. Et si je veux que F soit isométrique, je dois démontrer, ben, je dois vérifier les équations qui sont ici, qui sont quelque part. Je dois vérifier ces trois équations. OK? Il y a un cas où c'est facile. C'est que si pour G, j'avais pris précisément les trois coefficients qui sont ici, ben, j'aurais gagné. Donc, en fait, ici, il y a une métrique qui me dit « tu as gagné ». Et ici, tu as la métrique qui te dit « ouais, c'était ça qu'il fallait que tu cherches ». OK? Si par hasard, les deux coïncident, tu as vraiment gagné. Mais en général, elles ne coïncident pas. Et comment est-ce qu'on va résoudre ce genre d'équation? On va prendre une application F, évidemment au hasard, presque, et l'application F, on va regarder qu'est-ce que c'est que son F étoile, là, et on va comparer à G. Évidemment, la plupart du temps, on a perdu. Donc, il va y avoir une différence. Il va y avoir une différence entre j'ai gagné et j'ai perdu. Et c'est cette différence qu'on va itérativement rendre de plus en plus petite. Donc, on va toujours perdre et à la limite, on va gagner. D'accord? C'est un peu ça la grande manœuvre pour résoudre ces équations-là. La grande manœuvre utilisée par Nash pour résoudre ces équations-là. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin d'introduire ce F étoile parce que j'ai besoin d'avoir une notation pour dire rapidement, OK, ça c'est la métrique que j'ai gratuite et ça c'est la métrique que je veux vraiment. Et j'aurais gagné si delta vaut 0. Et c'est tout. Ça suit encore. De combien je suis en train de dépasser? Pas du tout. Pour l'instant, il reste 20 minutes. 24 minutes. 24 minutes, c'est 20. Ah, la nuance supplémentaire. Il y a une pause à 10h30 et 10h06. D'accord. Excuse-moi, pour le Nash, est-ce que c'est le même Nash que vous citez ici? On connaît déjà le problème d'équilibre économique. Exactement, c'est le même. C'est assez étonnant d'ailleurs que ça soit la même personne. C'est qu'en fait, dans son jeune âge, il a travaillé à la RAND, donc qui est un think tank qui aide le gouvernement, ça existe encore, hein, qui aide le gouvernement américain dans ses choix stratégiques. Et il a travaillé là et c'est dans ce contexte-là qu'il a trouvé sa théorie des équilibres ponctués.
Et puis après, il s'est fait virer parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était homosexuel. Et il a commencé à travailler sur ces problèmes des questions isométriques. Donc ici, ça va commencer beaucoup plus au début que géométrie. Alors oui, c'est Voilà. Et avant. alors on va voir. C'est assez intéressant de voir comment la géométrie et le DP vont se marier entre elles. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, ici, on peut avoir les lunettes d'un EDPiste pur et dur et dire, moi, je fais de l'analyse. Paf, paf, je tape dessus, je fais des sauts-lèvres, je fais je sais pas quoi, je fais l'analyse. Et là, l'approche qu'a une c'est une approche en fait assez géométrique. Et on va voir ça, enfin, j'espère, on va voir ça au cours de ces 3 jours. C'était dans le doute, vous avez des problèmes, des fois, entre le nombre de dimensions, comment bien mesurer? Parce que ça fait, mettons, vous avez 5 dimensions ou 3 dimensions, prenez des mesures, comment être sûr qu'on peut séparer toutes nos. Quand on fait des mesures, un petit truc que vous avez, une somme ici sur votre métrique, sur IG, plus grand. Alors, pour les dimensions, je ne sais pas si je vais bien répondre à cette question, mais il y a effectivement ce type de question qui se pose. Regardez, vous avez combien de contraintes, finalement, quand on réfléchit? Ici, on a 3 contraintes. En général, on va avoir, allez, prenons n égale 3. 3 fois 4 sur 2, ça fait 6. Donc, ça va monter, ça. On va avoir des nombres de contraintes importants et on se dit, naïvement, si je veux avoir une chance que ce système, il ait génériquement une solution, il faut que si j'ai 6 contraintes, il faut que quelque part j'ai 6 degrés de liberté. Et les degrés de liberté, on va aller les piocher dans la dimension de l'espace d'arrivée. Mon espace d'arrivée, il peut bien avoir la dimension qu'on veut, et au plus, la philosophie, c'est au plus le nombre qui est là va être grand, au plus je vais avoir un degré de liberté important. Et l'idée, c'est de se dire, OK, dès que mon degré de liberté va dépasser ça, ou être égal à ça, je devrais être dans une situation où génériquement, je vais m'en sortir. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça dit quelque chose, en tout cas sur la dimension. Si la degré de liberté, en fait, c'est pour la fonction qui est un jour défini. Alors, c'est pas une équation à nombre fini. ouais, alors on pourrait, effectivement, on pourrait penser comme ça, et on pourrait penser que le raisonnement qu'on est en train de faire là, c'est n'importe quoi. C'est pas ce que je t'ai dit. Non, on a le droit. Oui, mais tu le pensais si fort. Et bon, on verra. On va rebondir sur cette question-là. C'est vraiment une question très importante. Je vous propose un test. On va regarder les 2 applications qu'on a vues tout à l'heure, celle du cylindre. Vous voyez, là, je suis en train d'envoyer mon carré, x1, x2, sur cosinus, sinus à la base, et puis x2, comme ça. Donc, je suis en train d'envoyer mon carré sur le cylindre. On est tous d'accord? Ouais? OK. Donc, OK, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer à regarder ce que c'est que cet objet-là. Je joue. Donc, je dois faire dériver par rapport à x1 et puis faire le produit scalaire. Alors, vous voyez, si je dérive par rapport à x1, je vais avoir ici un sinus, ici un cosinus. Les 2 pi, ils vont tuer les 1 sur 2 pi, on est d'accord? Et donc ici, je vais avoir en gros un sinus, cosinus et 0. Et puis quand je vais prendre la norme d'un sinus et d'un cosinus, ça va bien faire 1. Quand je vais faire les dérivées croisées, quand je dérive par rapport à x1, ça tue lui, et là, ça les permute en gros avec un signe. Et quand je vais dériver par rapport à x2, ça tue les 2 là, et là, ça met un 1. Quand je vais faire le produit scalaire, ça va faire 0. Ouais, je ne fais aucun calcul. Hein. Et là, pareil, si je dérive par rapport à x2, ça tue les 2 premiers termes, il reste 1. Ça va, ça fait 1 aussi. Donc finalement, mon F étoile, qu'est-ce qu'il vaut? 1, 1, 0, 1. C'est donc mon produit scalaire habituel. C'est mon produit scalaire habituel, quand de manière savante, j'ai pas mis là.
Ah oui, que de manière savante, je l'écris ici. On écrit dx1 comme ça et dx2. Donc là, ça veut juste dire 1, 0, 1. Ben là, je vois que j'ai gagné. F étoile égale G, j'ai gagné. Mon delta vaut 0. C'est bien une situation isométrique. Quand je prends ma feuille de papier et que je la mets en forme de cylindre, comme ça, je n'ai pas modifié les longueurs des courbes. On y croit? Ouais? Le son dubitatif. Attends, c'est le mien, celui-là. Bon, je sais qu'il faut faire très attention avec le papier, mais là, voilà, une situation isométrique. Quand vous faites ça, vous ne changez pas la longueur des courbes. Hein? Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Le carré, on vient de le mettre sous forme de cylindre. D'accord? Je vais faire un truc iconoclaste. Je te pique ça. Une situation isométrique, c'est une situation qui ne change pas la longueur des courbes. Donc ici, je vous dessine une courbe. Voilà. Merci. Si je suis une petite fourmi, que je me balade le long de cette courbe, la longueur sera pareille que je fasse, que mon papier soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on est tous d'accord? Tous pareil. Elle est aussi pareille là-dessus. Bon. Le G ici, c'est le produit scalaire. Le G ici, c'est le produit scalaire. En gros, la notation, allez, on va devenir de plus en plus savants ensemble. La notation, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est la notation un peu savante. Oui, ouais, le premier, c'est dx1, dx1, tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette notation? Elle dit que, attention, en géométrie différentielle, dx1, ce n'est pas petite variation de x, c'est une forme linéaire. dx1, c'est une forme linéaire. C'est la forme linéaire qui a R2, qui a tout élément de R2, donc disons un U qui s'appelle U1, U2, ben, elle évalue cette chose-là et elle vous renvoie U1. Donc c'est une forme linéaire. Donc si on ne l'a jamais vu avant, c'est choquant. Si vous avez fait un peu de calcul diff, vous avez probablement l'habitude. Et pareil, dx2, et ben dx2, c'est encore une forme linéaire. Et c'est celle qui, quand elle mange le vecteur U, vous associez la variable, la coordonnée en U2. Et donc ici, vous êtes en train de faire le produit de ces formes linéaires. D'accord? Donc c'est vraiment, ici, je pourrais lui donner à manger UV et vous faites le calcul, vous allez retomber sur l'expression d'une forme bilinéaire. Voilà. OK, donc ça, c'était notre cylindre dit plat. Alors, on dit plat parce que le produit scalaire qu'on a mis dessus, il ne bouge pas. C'est notre bon vieux produit scalaire euclidien. OK. Et puis, la deuxième situation, c'était le tore plat. Vous vous rappelez, on est parti d'un carré, on voulait faire un cylindre, un tore, une bouée. Donc là, je mets toujours la même métrique. Je vais faire un plongement du tore. Ben voilà les équations habituelles. Je n'ai rien inventé. Vous l'obtenez en faisant tourner un cercle dont le centre est à distance A et dont le rayon est petit b. Ça vous donne, vous voyez, ça c'est le ρ de x1 qui est ici, qui est A plus B cos quelque chose, et votre plongement, il va avoir cette expression-là. Donc, il faut me faire confiance que là, on a pris notre carré et on l'a mis sous forme du tore de tout à l'heure. Et là, quand je joue à qui perd gagne, hein, donc je calcule mon F étoile, je dois faire mes produits scalaires entre mes dérivées partielles, mes différentes dérivées partielles. Et quand je fais tout le calcul, j'obtiens ceci. Donc, il n'y a pas de terme en F, il n'y a pas de dx1, dx2, il n'y a pas de terme en F. Donc là, ça c'est bien, parce que là-haut, il n'y avait pas de terme en F. Mais malheureusement, il vous reste des termes ici et là. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il vous faudrait 1 ici. Donc, par exemple, il suffirait de prendre B qui est 1 sur 2pi. Mais en prenant B égale 1 sur 2pi, eh ben, ici, ça ne va pas être constant. Hein. Rho carré, il ne va pas être constant. Donc, ça ne va pas marcher.
Donc ici, on perd. On a une situation qui est non isométrique. Et c'est bien ce qu'on avait vu au départ. Hein, si je reviens tout au départ, c'était notre premier transparent. Vous voyez que celle-là, elle était bien isométrique, et puis celle-là, elle ne l'est pas. Et quand je fais mes calculs, ben, je le constate, je le vois sur mes équations. Tout va bien jusque-là? OK. Alors, si on a bien compris le problème, et c'est déjà un point hyper important, quelle est la question qu'on se pose, on peut maintenant essayer de comprendre les réponses. OK? Donc, la question qu'on se pose, c'est, je me suis donné par exemple un carré, ou plus généralement un cube, j'ai mis dessus une métrique variable, peut-être elle est constante, ça marche, ça va quand même donner des conditions, mais disons variable, et puis je voudrais arriver à réaliser tout ça isométriquement dans un certain espace EQ. E, ça veut dire euclidien, ça veut dire que vous avez muni RQ du bon vieux produit scalaire habituel. Alors, dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux imaginer? Je peux imaginer qu'il va me falloir des degrés de liberté. Et que donc, pour que j'ai une chance que ça marche génériquement, que ça ne soit pas un coup de bol parce que j'ai bien choisi main, si je veux que ça marche génériquement et localement, il va falloir que mon nombre de dimensions ici, ça soit au moins égal à Sn. Et c'est le théorème de Janet-Cartan. Alors, l'air de rien, c'était une conjecture qui a été posée par Shefli que ça marcherait, et ça n'a été démontré que 50 ans plus tard, donc en 1926. Donc, la conjecture a été 50 ans avant. Hein. Donc, il a fallu déjà 50 bonnes années pour y arriver. C'est Janet qui va traiter le k n égale 2, il a l'idée d'un changement de variable de folie. Et puis, en publiant, Cartan voit ça, il dit « Ah, mais je savais le faire !» Là, il le fait en dimension n à toute vitesse, et il publie l'année d'après. Voilà. Et donc, vous prenez une variété, et il y a une condition sur la régularité. Il faut qu'elle soit analytique réelle, donc hyper gentille, ultra gentille. Alors, si Q égale Sn, tout point de M possède un tout petit voisinage dans lequel vous allez pouvoir faire votre plongement isométrique. Donc, on sait résoudre le problème localement. Localement. D'accord? Et ça, c'est déjà 50 ans. 50 ans de travail et un changement de variable bien sympa. Je ne peux pas vous raconter ça maintenant, mais ça, c'est vraiment une belle idée de Janet. OK, donc, ça conforte notre intuition qui est qu'il nous faut des degrés de liberté. Il nous faut ce genre de degré de liberté. Et là, c'est vraiment des techniques d'analyse. Donc, il y a un bon changement de variable. On peut l'écrire ça sous la forme qui est acceptable par Cauchy-Kovalevskaya. Et on a, bon, c'est un théorème qui vous dit qu'il y a une existence locale de solution et on applique ce théorème et poum, ça tombe. Donc là, on est vraiment dans un cadre d'analyse à 100%. Et puis après, quand on passe de la condition analytique réelle qui est très forte à quelque chose d'un poil moins fort qui est c'est infini, juste c'est infini, eh ben, il va falloir un peu augmenter. On va rajouter un terme linéaire. Alors comme lui est quadratique, hein, on ne rajoute pas grand-chose. Donc en gros, philosophiquement, on garde la même idée. On garde l'idée qu'il nous faut un certain nombre de degrés de liberté à l'arrivée pour le faire localement. OK. Donc ça, c'est pour le faire localement. Et pour le faire globalement maintenant, parce que c'est bien gentil d'être capable de plonger un petit truc minuscule, là. Moi, ce que je veux, c'est tout voir. On est d'accord. Je veux tout voir. Donc, on veut le faire globalement. Ouais, vous avez le temps. Vous savez que vous avez le PDF, hein, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Hein. Vous allez avoir le PDF. D'ailleurs, elle est où ma clé USB, là? Tout le monde a pu prendre? Vous pouvez partager avec... C'est pour tout le monde, ça. Tu l'as pas eu? Tout le monde l'a eu, là. Hein? OK. Parce que c'est... Voilà. Comme ça, ne notez pas ça, quoi, en gros. C'est sur le PDF. Bien, passons au global. Alors, le global, ça ne va pas être la même tisane. Je vous le dis tout de suite. Le global, ça coince de partout. Donc, on le voit tout de suite. Alors, pour n égale 2, S2, c'est 3. Donc, regardons ce qui se passe en dimension 3.
vous prenez votre feuille de papier, hein, puisque c'est une métrique euclidienne qu'on veut préserver, et l'idée, c'est qu'il va falloir mettre ensemble les murs de droite et de gauche, et il va falloir mettre ensemble le plafond et le sol pour faire une bouée. On est d'accord? Et ça, quand on essaye de le faire déjà avec une feuille de papier, donc j'en ai massacré une, ça suffira pour aujourd'hui, mais quand on veut le faire avec une feuille de papier, on s'aperçoit que ça, on crée des arêtes, on crée des points singuliers, et ça, on n'a pas envie. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on a ces équations-là, pour les résoudre, il faut être au moins capable de dériver une fois. Donc, si je l'écris sous forme d'équation, sous forme de dp, comme ceci, implicitement, je suppose que c'est au moins C1. Et ça ne l'est pas. Corollaire du théorème egregium de Gauss. Alors, c'est un grand théorème de Gauss. Donc, dès 1827, on sait que ce n'est pas possible. Il n'existe pas de plongement isométrique C2 de cette chose-là. Pourquoi C2? Parce que Gauss, il va construire un invariant qu'il appelle qui est la courbure. Et pour avoir la courbure, il faut dériver 2 fois. Et c'est cet invariant qui va empêcher la courbure ici vaut 0. Chaque fois que vous allez vouloir faire un plongeon, il faudra que la courbure soit non 0. Ça c'est une démonstration. Et donc, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je ne vous raconte pas le détail de ça. À chaque fois, on va croire ces théorèmes. Hein, ça, mon but, ce n'est pas de les démontrer, ces théorèmes-là. Juste, je vous dis, voilà, il y a des théorèmes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. Mais ces théorèmes, vous voyez, c'est C2. Or, C1 suffit ici. Donc, ça vous dit, vous n'y arriverez pas en C2. Donc, déjà, le tore, ce n'est pas possible. La sphère, ça, c'est un peu plus tardif, c'est Liebman en 1900. C'est impossible de déformer une sphère. C'est impossible, c'est-à-dire de changer sa métrique, de l'allonger, etc. Imaginez, j'avais une sphère, j'en fais un ballon de rugby. Ben, en fait, j'ai changé la manière de mesurer. J'avais un pôle nord qui était bien un rond, et puis tout d'un coup, mon pôle nord, il va devenir une ellipse. Pour que ce soit une ellipse, ça veut dire que j'ai des longueurs ici qui se sont allongées, d'autres qui se sont contractées peut-être. Il faut que je change ma métrique. Ben, c'est impossible de changer la métrique sur une sphère. Vous avez déjà pris une balle de ping-pong et vous essayez de la déformer. C'est impossible. Enfin, avec la force dont je dispose. Peut-être si vous êtes très très fort, vous pouvez la poker. Donc vous la changez effectivement en créant des points singuliers, des arêtes singulières. C'est vraiment une situation qui est due à la sphère. Je ne sais pas si vous avez, je pense que non, parce qu'il faut vraiment le savoir pour faire cette expérience. Vous prenez une balle de ping-pong et vous sciez, vous enlevez une cape, comment on appelle ça en vrai? Une calotte. Vous enlevez une calotte. Vous enlevez une calotte. Et pour que l'expérience soit plus facile, enlevez 2 calottes. Vous sciez les 2 calottes, il vous reste qu'un anneau, et vous allez vous rendre compte à quel point ça se déforme. Ça se déforme très facilement. Le fait que vous n'arrivez pas à déformer une sphère, c'est vraiment que c'est une sphère, c'est vraiment le côté global. Mathématiquement, on peut démontrer que dès que vous enlevez un point, ça y est, ça se déforme. Enfin, infinitésimalement. Si vous avez une toute petite calotte, aussi petite qu'elle soit, ça va se déformer. Donc vraiment, le résultat, c'est quand vous avez une sphère complète, vous ne pouvez pas la déformer. OK? Donc ça, c'est Liebman. Les sphères sont rigides. C'est des objets rigides. Et puis, le dernier théorème, qui est un théorème de Hilbert, qui a été amélioré ensuite par Efimov. Il n'existe pas de plongement isométrique C2 du plan hyperbolique dans l'espace euclidien. Alors, le plan hyperbolique, je vais vous raconter ce que c'est, parce que là, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est. Je vais vous raconter, mais il me reste combien de temps s'il m'en reste? 2 minutes. C'est 1 minute et demie de trop. On y va. On s'arrêtera là. Donc, je vous raconte ce que c'est et on s'arrête là. C'est un espace. Ici, on va prendre modélisé par point carré, ici, le disque de point carré. Donc, vous prenez un disque. C'est l'intérieur du disque. D'accord? Juste l'intérieur. Donc, le rayon 1, mais vous ne prenez pas le bord. Et dedans, vous allez mettre une métrique qui a ses coefficients. Donc, ça, de manière un poil moins savante, ça veut dire E égale G égale 1 sur, donc c'est peut-être un 4, oui, 4 sur 1 moins x1 carré moins x2 carré au carré.
Et puis ici, votre bonne vieille métrique euclidienne. Donc ici, c'est le produit scalaire. F égale 0. Autrement dit, votre métrique hyperbolique, c'est juste, vous mettez un coefficient devant la métrique euclidienne. D'accord? Donc c'est toujours la métrique euclidienne, mais plus ou moins dilatée. Vous voyez qu'au plus on se balade, donc ici, hein, ça s'appelle ρ au carré, ce truc-là, la distance à l'origine. Donc, au plus je vais aller vers le bord, au plus mes métriques ici vont exploser. Ce qui veut dire qu'une toute petite distance près du bord va correspondre dans la réalité à quelque chose de très très grand, parce qu'elle va se faire multiplier par un coefficient qui explose. En particulier dans ce dessin, vous avez des triangles bleu et blanc. Tous ces triangles sont isométriques entre eux dans cet espace. Ça veut dire que la longueur que vous voyez là, c'est la même ici, 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 etc. Parce que le coefficient ici explose, et donc quand vous allez calculer vos longueurs, vous verrez tout le temps les mêmes longueurs. Donc si je suis un petit habitant de l'espace hyperbolique, ce que je vois, c'est pas un disque, ce que je vois, c'est un truc qui part à l'infini. Partout, partout, je vois mes triangles, comme les carrés que je vois là, ils ont tous la même taille. J'avance comme ça, ils ont tous la même taille. Mais quand je le représente sous forme de disque, ah ben là, c'est pas la même. Je suis sorti de mon espace et je vois que mes triangles, eh ben, ils changent de longueur. D'accord? Les droites dans cet espace. Ben, les droites dans cet espace, vous les voyez ici, ce sont des arcs de cercle. C'est les arcs de cercle que vous voyez, qui peuvent dégénérer en des diamètres. Mais tous les arcs de cercle que vous voyez là, ce sont des droites, c'est-à-dire les manières dont on va tout droit dans cet espace. En particulier, vos triangles sont formés de 3 droites. Cet espace, il est célèbre parce qu'il donne un contre-exemple, enfin, ce n'est pas un contre-exemple, mais il montre que le 5e postulat d'Euclide est indépendant des 4 premiers. Vous vous rappelez, le 5e postulat, il postule que, étant donné une droite, étant donné un point, il existe une droite et un point extérieur à cette droite, il existe une droite et une seule qui passe par ce point et qui ne l'intersecte pas, c'est-à-dire parallèle. Et bien ici, dans cet espace-là, vous prenez par exemple cette droite, vous prenez ce point, non, je vais en prendre un peu plus loin, ce sera plus simple, ce point-là, vous voyez cette droite-là, et puis cette droite-là, et ça vous en fait déjà 2 qui n'intersectent pas l'autre droite. Donc dans cet espace, vous construisez un espace qui est géométriquement cohérent, donc il n'y a pas d'erreur logique là-dedans, il est géométriquement cohérent, et il n'accepte pas le 5e postulat d'Euclide, donc ça vous montre que le 5e postulat d'Euclide est indépendant des 4 premiers, et donc vous ne pouvez pas démontrer le 5e en fonction des 4 premiers. C'est la raison pour laquelle ce disque de Poincaré est si célèbre. C'est vraiment construit pour ça. J'ai presque fini, hein. La courbure de Gauss, vous oubliez. Le bord à l'infini, c'est un cercle, donc on se rend bien compte. Oui, parce que pour un habitant ici, ça, c'est l'infini. Hein. Vous marchez, vous ne l'atteignez jamais. Hein. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. À chaque fois, vous voyez des triangles, vous ne l'atteignez jamais. Et puis, on va finir là-dessus parce que c'est génial. On peut plonger ces deux isométriquement des morceaux de H2, mais jamais H2 tout entier. Donc, vous avez ici la pseudosphère, qui est due à Beltrami. Vous avez ici la surface de Dini. Dini, c'est un mathématicien italien avec un prénom de folie. Vous savez quel était son prénom? Essayez de deviner le prénom de Dini, sans tricher, sans aller regarder sur Internet. Ulysse Dini. C'est un personnage assez haut en couleur que j'aime beaucoup. Et on va finir là-dessus. Donc, il n'est pas possible de représenter globalement le disque hyperbolique, mais simplement des petits bouts. Et regardez ce que vous avez sur votre jaquette. Vous avez la surface de Dini. Voilà, je crois qu'on a mérité la pause. Merci. Du coup, maintenant, on a les questions à la fin. On peut les poser à Vincent pendant la pause café, si vous voulez. Regardez s'il y a des questions pour le chat. Est-ce qu'il y a des questions? On ne le dirait pas. Alors, Ok.